Ça a commencé par la vente de ma voiture pour donner un paiement de base. Et puis, je me suis acheté un vieux bazou. Ça a été des années compliquées en librairie. Tous les banquiers étaient hyper nerveux. On était la plus grande librairie française en Amérique lorsqu'on a ouvert en dessous ici. Il y avait M. Pellado qui voulait absolument que je lui vende. On avait une grosse gang de 4 employés. Et quand j'ai vendu 20 ans plus tard, on était une centaine à peu près. Il faut dire que parallèlement à Champigny, on avait ouvert une boulangerie industrielle de pain croûté. Et ils ont fait tous les examens de tous mes chiffres et tout ça. Puis après ça, ils ont dit, on la veut toute. 51 ans, deuxième retraite. Passé de 200 employés à 3. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Les causeries avec les entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un invité spécial qui se nomme Raymond Talbot. Alors, bonjour, Monsieur Talbot. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour les causeries avec les entrepreneurs. C'est un plaisir. Et puis, écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que vous êtes non seulement un entrepreneur, mais vous êtes un père de deux entrepreneurs aussi à la maison. De 2 entrepreneurs et d'une entrepreneure. Une entrepreneur, en plus. Donc, 3 sur 3. 3 entreprises avec lesquelles vous collaborez également. Oui, bien sûr, mais au départ seulement. En principe, mon rôle que je me suis donné, c'est vraiment de les démarrer, de les aider à construire et après ça, de les laisser aller. Puis s'ils ont besoin de demander des conseils, je suis là pour les aider, pour les accompagner. C'est excellent. J'aime beaucoup l'accompagnement parce que, effectivement, être entrepreneur, ça demande de l'encadrement, ça demande d'avoir des personnes comme vous qui vont être en mesure de les aider à les enligner, à leur donner une ligne directrice parce que ça ne se part pas du jour au lendemain. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre cheminement. Ça a commencé par où, justement? Ça a commencé par un papa entrepreneur. Familial, finalement. C'était une entreprise familiale, mais nous, on n'était pas impliqués dedans. C'était ses 2 frères qui étaient associés avec lui. Et c'était pas la joie parce que les 3 frères ne s'entendaient pas vraiment sur la façon de faire évoluer l'entreprise. D'où le concept que lorsque j'ai décidé, lorsque je me suis dit, pourquoi pas faire des entrepreneurs de mes jeunes, s'ils le veulent, bien sûr, je me suis dit, il ne faut pas les mettre ensemble. Ce sera l'enfer. Alors, je vais leur créer chacun leur entreprise pour 2 raisons. La première, pour éviter les conflits, et la deuxième, pour qu'ils puissent choisir le champ d'intérêt dans lequel ils veulent aller. Parce que si j'impose qu'ils deviennent cuisiniers et qu'ils détestent ça, eh bien, on n'ira pas bien loin dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est un peu ma philosophie qui m'a guidé jusqu'à l'investissement dans les entreprises diverses. Je comprends. Alors, ça m'emmène un peu à votre parcours à vous, personnellement, en tant qu'entrepreneur. OK. C'est parti, comme vous avez expliqué, au niveau familial, avec vos frères, avec votre père qui est entrepreneur également. Oui. Mais quand vous avez décidé aujourd'hui, moi, je veux être entrepreneur, c'est par où ça a commencé? Ça a commencé par la vente de ma voiture pour donner un paiement de base. Et puis, je me suis acheté un vieux bazou en me disant, c'est pas grave, on en rachètera une autre plus tard. Et en ramassant toutes les économies qu'on avait et en faisant un deal, une affaire avec un vendeur qui voulait se retirer et qui avait besoin d'un acheteur. Et c'était une librairie, elle s'appelait Librairie Champigny. Et on a acheté de la famille Champigny. Il y avait 5 membres de la famille de qui on a acheté. Et les 5 étaient investis dans l'entreprise comme telle. Alors, ils y travaillaient. Et ils sont restés avec nous pendant 1 année et demie à peu près. Et après ça, ils ont pris leur retraite graduellement, en accord. Et tout ça, c'est très, très bien fait. Puis on avait une balance de vente parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour les payer. Il a fallu les payer pendant un certain nombre d'années. On a tout payé jusqu'à la fin. On est restés amis. On les invitait aux fêtes annuelles, etc. Ça a été... Ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont nous, on gérait l'entreprise. Pourquoi? Parce que la façon de faire... M. Champigny était un prêtre. Ah, OK. OK? Et donc, lui, il avait plutôt dans la tête de faire une procure, c'est-à-dire un magasin interne pour vendre les livres aux étudiants.
OK. Il était un enseignant au Collège Saint-Paul, et puis il fournissait des livres aux étudiants. OK. Et pour lui, c'était devenu un peu ça, mais en plus gros, en plus gros, en plus gros. Et OK. ça avait grandi au point qu'il y avait 3 étages de livres pleins à craquer. Et ils Incroyable. faisaient ça eux-mêmes. Et donc, pour limiter l'apport du personnel qui devait venir d'ailleurs pour les aider, il avait concentré son truc en disant, on va faire ça comme un comptoir. Les gens arrivaient puis disaient, qu'est-ce que vous voulez? Et vous ne pouviez pas circuler dans le magasin librement. Vous deviez être aidé, conseillé par un membre de l'équipe qui était là. Petite équipe, toute restreinte. Qui était également familial, j'imagine. Familiale majoritairement. Une comptable en haut, un dans le magasin. M. Champigny ne faisait que de la livraison et du pick-up auprès des distributeurs. Et les autres, on les voyait à peu près jamais. Mais il y avait 2 autres employés. Donc, au total, on avait une grosse gang de 4 Wow. employés. Et quand j'ai vendu 20 ans plus tard, on était une centaine à peu près. Wow. Et le chiffre d'affaires, évidemment, avait explosé. On avait déménagé, etc. On va en reparler. Et quand vous avez décidé de vendre Champigny, est-ce que c'était pour une nouvelle aventure ou on allait dans la même direction au niveau des livres? Ça a été des années compliquées en librairie parce que les gens s'en rappellent peut-être pas, mais en 94, Renaud Bré s'est mis sur la faillite, sur la loi de la faillite. Et le gouvernement m'a approché pour qu'on sauve Renaud Bré de la faillite. Et nous l'avons fait. On a donc offert de faire une fusion entre les 2 entreprises. Fusion qui a fonctionné presque jusqu'à la finale, mais une semaine avant la finale, le Fonds de solidarité a décidé d'investir dans Renaud Bré directement. Et là, Renaud Bré a dit, je me sauve, je ne perds pas de contrôle de mon entreprise. Et Pierre Renaud a décidé de continuer tout seul sur son côté. Mais ça Alors, il y a eu est-ce que la fusion qui a été faite entre Champigny et Renaud Bré, finalement, Elle s'est pas faite. Elle ne s'est pas faite, mais ne s'est elle pas avait faite. commencé, elle avait été entamée. Elle avait plus que ça. On avait ouvert un champagne pour célébrer le nouvel organigramme et la façon dont ça se ferait. Incroyable. Et ça l'a avorté. Bon, vous pouvez vous battre dans ce temps-là ou vous pouvez dire, bon, moi, je vais l'accepter. On choisit nos batailles. On choisit nos batailles. Et j'ai choisi de continuer sur mon côté. Mais là, il y avait M. Pellado qui voulait absolument que je lui vende parce qu'il y avait un peu de difficulté avec son Archambault. Et il y avait toujours le fonds FTQ qui voulait que je leur vende. Et il y avait un 3e joueur qui s'appelait Chapters qui voulait absolument qu'on s'associe parce que lui voulait développer le livre français au Québec. Alors, j'ai fait une entente avec Chapters qui a été dénoncée par le gouvernement du Québec. Et ils n'ont pas voulu. Et puis, ça m'a tellement enragé de voir le gouvernement qui s'immisçait là-dedans et qui venait dire non, un entrepreneur ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est dans le domaine de la culture. Ça m'a donné un premier coup. Le deuxième coup, c'est que tous les banquiers étaient hyper nerveux. Ils disaient, si Renaud Bré a fait faillite puis qu'on a perdu 8 millions de dollars, est-ce qu'on va perdre de l'argent si Champigny vient en mauvaise affaire? Effectivement. Alors, à un moment donné, j'avais aucun de mes 3 enfants qui travaillaient. Ils étaient trop jeunes. Le plus vieux avait 18 ans, il était aux études. Alors, il n'y en avait pas un des 3 qui m'avait dit, moi, je veux prendre la J'ai envie de relève. continuer. Et il m'est arrivé une offre du gouvernement et de Renaud Bré, conjointement, qui ont dit, nous, on va reprendre. Et toi, tu restes à côté. Je n'ai même pas travaillé, même pas une journée après la vente. Ça a été terminé. Wow, incroyable. Alors, j'ai fait mon deuil de cette magnifique aventure parce qu'on était la plus grande librairie française en Amérique lorsqu'on a ouvert en dessous ici. Alors, c'était un rêve extraordinaire, un succès sans précédent. Ça allait très, très bien. Wow. Mais ça s'est passé comme ça. Alors, à l'âge de 50 ans, je vends. Vous avez vendu Champigny, mais ça ne s'est pas terminé ici pour vous. Non, non. Il faut dire que parallèlement à Champigny, on avait ouvert une boulangerie industrielle de pain croûté Qui se nommait Boulangerie Renaud et qui vendait dans les Costco. Il n'y en avait pas beaucoup des Costco, il y en avait 4 au Québec dans le temps. Et ils s'appelaient Club Price, d'ailleurs. Effectivement. Et on vendait à Club Price notre pain croûté. Certains de vos auditeurs se souviendront peut-être de la fameuse miche normande qui était recherchée. Et puis les gens adoraient ce produit-là.
On avait déménagé l'usine pour être capable de voir progresser la L'usine se situation. situait où exactement? Elle était à Laval, au coin de la 440 OK. et de la 15. En diagonale avec le Costco Laval, que j'ai ouvert un matin sur une palette de bois. Et j'allais pour m'assurer que tout était parfait le jour de l'ouverture. Vous avez été en mesure de créer également de l'emploi. On a Et au créé beaucoup Québec, d'emplois, absolument. effectivement. Et malheureusement, j'ai eu une autre belle offre un an après Champigny qui m'est arrivée, cette fois-là, de Weston. Alors, un entrepreneur, c'est là pour faire de l'argent, on dit. C'est là pour sa passion, mais c'est là aussi pour faire de l'argent. Et là, bon, il y avait eu des difficultés un petit peu à la boulangerie. On avait eu certains produits qui avaient été délistés. On avait de la difficulté à avoir, comme on a encore aujourd'hui, de la difficulté à obtenir des emplacements dans les magasins. Parce que des magasins comme Métro, IGA, puis Sobeys. Je peux dire que la compétition rentre beaucoup en jeu dans cette situation, surtout au niveau du pain. Absolument. Et vous savez peut-être pas, mais la compagnie qui est propriétaire des magasins Maxi, Provigo et Loblaws, c'est Weston Foods. Et Weston avait eu la permission d'acheter Provigo à la condition qu'ils fabriquent au Québec et qu'ils embauchent des Québécois. Fait qu'ils sont venus me voir et ils ont dit, on a besoin d'un boulanger québécois. On veut ta boulangerie. Et au début, ils en voulaient seulement 50 Et ils ont fait tous les examens de tous mes chiffres et tout ça. Puis après ça, ils ont dit, on la veut toute. Combien? Et ils ont acheté. Et j'ai vendu. 51 ans, deuxième retraite. Passé de 200 employés à 3, ceux qui s'occupaient du stationnement puis de l'immeuble ici. Incroyable. Fait que c'était un peu tôt pour prendre une retraite. Là, vous avez dit, c'est pas terminé, il me faut encore des nouveaux challenges. Voilà. Et lorsque j'ai vendu Weston, il n'était pas question que Weston aille chez Costco, parce qu'il n'y a jamais un pain Weston qui est dans les Costco. Weston m'a dit, tu peux garder le pain tranché qui porte le nom Renault. Nous, on n'achète pas la compagnie Renault, on achète que l'usine, les installations et les ventes que tu fais dans le moment. Alors, parfait, je suis parti avec une partie de pain tranché que j'achetais ailleurs, dans une autre usine, celle de Multimarque à Laval. Et là, on mettait ça sous notre nom, chez Costco. Costco le savait, mais ils n'étaient pas très contents de ça. J'étais donc à la recherche d'une usine, mais cette fois-là, pas de pain, pas d'un fournisseur, idéalement d'une usine qui m'appartiendrait, mais qui était construite pour faire du pain tranché. Et uniquement votre pain ou... Ah non, il en faisait pour d'autres, c'est sûr. Et là, on a su que... C'est une collaboration, dans le fond. Non, eux autres, ils avaient une entreprise qui vendait à leurs détaillants autour de leur boulangerie. Et lorsque j'achète aussi la clientèle, j'achète tout. J'ai donc conservé leurs clients et ajouté ma partie à moi. Donc, ça donnait les deux en même temps. Et ça doublait et plus la taille de l'entreprise. Lorsqu'on a acheté Auger, on avait un chiffre d'affaires de à peine 1 million de dollars. Aujourd'hui, on fait 19 millions à peu près de chiffre d'affaires. Fait que c'est une progression qui a eu lieu pas seulement avec Costco, évidemment, mais avec tous les autres autour. Alors, ça nous a donné des ailes, on peut dire. Donc, 2006, on fait ça. On achète la famille Auger. On repart une autre entreprise. Et mon fils, le plus vieux, a terminé ses études et là, il s'est trouvé une job chez Bell Canada, mais il faut gravir les échelons, ça va prendre 10 ans. Et il est là, puis il me dit, j'ai pas étudié pendant 3 ans pour vendre des téléphones cellulaires puis des forfaits, c'est pas vrai. Fait que je lui dis, veux-tu venir travailler? J'achète une boulangerie. Ce sera pour toi, si tu veux. T'en auras la moitié. Et il me dit, n'importe quel temps, il n'y avait pas un sou, mais c'était papa qui fournissait l'entrée de jeu. Alors, on est partis ensemble. Et puis, au début, bien, il faisait de la livraison. C'était pas drôle. Après ça, il a fait la production. Puis après ça, il a fait tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise. Donc, il a eu la chance de gravir les échelons, mais à travers une entreprise qui était la sienne, alors peut-être... qui était en partie... Non, 50 50 La sienne avec la promesse que ce sera tout à lui un jour. Ça, c'est sûr. Pour les 3, j'ai toujours fait la même promesse. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Fait que de se dire que les échelons qu'on gravit, c'est dans quelque chose qui nous appartient, c'est peut-être vu autrement, puis c'est... Peut-être.
OK. Il faut pas... ça dépend beaucoup de la nature humaine. Il y en a qui vont dire, « Ah, j'ai rien eu à faire. Je vais continuer à rien faire. » C'est formidable, ça vient tout seul. C'est pas ça, être en affaires. Demandez à Francis, il vous dira, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que là, quand on se jette dans la piscine, si on attend qu'on flotte, ça se pourrait qu'on cale avant. Exactement. Et ne pas relever à surface. Alors, je pense que ça dépend aussi du caractère. C'est là qu'on découvre si ce sont vraiment des entrepreneurs ou si ce sont des employés et qui ont besoin d'instructions sur ce qu'ils ont à faire. Pensez-vous que ça demande un caractère spécifique pour être entrepreneur? Ça prend un papa qui leur a montré qu'il est capable d'imaginer plein de sorties de crise à chaque fois. Et ça prend aussi des caractères, oui, de gens qui sont autonomes, qui sont capables de dire « je suis pas plus imbécile que les autres, je vais trouver la solution. Et si j'ai besoin d'aide, j'irai consulter, j'irai m'entourer de gens. » Parce qu'un entrepreneur, il ne fait pas grand-chose à part d'orchestrer tout ça. Je vous dirais que la librairie n'aurait jamais tant progressé si je n'avais pas eu tous ces collaborateurs-là autour. La boulangerie, le boulanger, c'est lui qui faisait le pain. Il riait de moi parce que je ne savais pas faire du pain. Mais oui, c'est pas grave. Tu le fais mieux que moi. Je n'ai pas besoin d'aller te montrer comment le faire. C'est de trouver les bonnes personnes pour y arriver. Et les aider à se dépasser. Je leur disais toujours, peux-tu faire mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire encore mieux que les autres? Se démarquer. Et si on est capable de faire ça, bien, l'employé est très heureux parce qu'il se réalise dans son rôle. Et vous, comme entrepreneur, il vous aide à vous réaliser. Évidemment, il y a les ventes. Il n'y a pas que la production. Il y a les ventes. Là où il faut aller voir quelqu'un qui a le goût d'être partout, puis qui veut forcer des portes. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Effectivement. Et M. Talbot, je peux vous appeler Raymond? Oui, bien sûr, avec plaisir. Raymond, on se parlait tantôt, puis vous m'avez expliqué un petit peu comment vous étiez derrière vos enfants pour les entreprises, pour les aider à atteindre cet objectif. Mais il faut dire aussi que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours le soleil. Hein? Des fois, il y a des tempêtes, puis c'est pas toujours aussi facile. Vous avez vous-même vécu des situations qui étaient beaucoup plus difficiles en tant qu'entrepreneur. Certaines fois, des fois, vous pouvez le voir comme une défaite, mais il y a d'autres choses qui est venues par la suite qui vous a peut-être permis d'un peu d'aller par-dessus. Comment vous encadrez vos enfants dans des situations plus difficiles ou que des fois, ça ne va pas aussi bien qu'on l'aurait pensé? C'est quoi que vous leur donnez comme truc ou comment vous les encadrez dans ces moments-là? La première chose, c'est de les écouter. Puis de comprendre dans quoi ils sont, dans quel univers ils gravitent et quelles difficultés ils ont. Là, essayer de les aider pour qu'ils s'aident d'eux-mêmes, les aider à voir les perspectives qui peuvent s'ouvrir. Ça, c'est une première chose. La deuxième, après ça, c'est de les supporter en faisant jouer son réseau de contacts. Si ça peut aider, dire, bien, veux-tu rencontrer un tel, peut-être qu'il pourrait t'aider. Peut-être que tu pourrais faire ça. Des conseils aussi directs sur la façon de voir le futur. Et enfin, il y a aussi de l'aide financière qui peut être apportée. Parce qu'il y a des moments où votre banquier, aussi gentil soit-il, aussi confiant soit-il, il y a des limites. Dans sa boîte à outils, il ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Alors là, c'est là qu'on appelle ça du love money des fois, mais parfois, c'est sous forme seulement de prêts. J'ai fait des avances à Boulangerie Auger lorsqu'ils ont acquis Boulangerie Betty en 2012 à peu près. Ben, plus que ça, 2017. Et ça n'allait pas bien parce qu'on n'avait pas transféré les comptes. Alors, l'argent ne rentrait pas. Les chaînes alimentaires ont tous suspendu les paiements parce qu'ils ne voulaient pas payer l'ancien propriétaire. Et ils attendaient que tous leurs petits papiers, informatiques et autres, soient bien complétés. Et pendant ce temps-là, il manquait $250 000 à toutes les 2 semaines. Wow. Et il n'y a pas de banquier qui te suit dans ce temps-là. Il n'y en a pas. Fait qu'il a fallu que papa suive pour aider et permettre Puis là, on est revenu à la normale. L'argent est rentré, j'ai été remboursé. Et voilà, c'est fini. Effectivement, vous avez mentionné quelque chose qui est venu me chercher, le réseau. Oui. Le réseau de contacts. On ne va pas se mentir. Ça peut faire toute une différence dans un cheminement d'un entrepreneur. Oui. Il y a 2 sortes de réseaux de contacts. Il y a le réseau de contacts où je dis, c'est mon ami, vas-y, il va t'acheter, il va te donner de l'argent. Il va te donner un bon profit.
Ça, je dirais, c'est un réseau de contacts primaire. C'est plus difficile quand tu es dans le commerce de détail, tu n'en as pas beaucoup de ça. Mais tu as le réseau secondaire. Moi, je fais partie du groupement des chefs d'entreprise et j'ai des bons amis avec qui j'ai été dans le même club pendant 10 ans, 12 ans. Et je leur ai demandé de rencontrer mes 3 jeunes et de leur parler, de les écouter. Puis à moi de me dire ce qu'ils pensaient d'eux. Est-ce qu'ils ont besoin de plus que ce qu'ils ont? Comment tu les vois? Comment tu les évalues? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Et quoi d'autre tu peux faire pour aider? Et ils l'ont tous fait gentiment, généreusement, avec plaisir, parce que ce sont des entrepreneurs eux-mêmes. Et il n'y a rien de plus crédible qu'un entrepreneur qui parle de l'entrepreneuriat et qui parle à des entrepreneurs qui sont peut-être la relève de demain. Effectivement. Est-ce que vous pensez que, en tant que père entrepreneur, les faits que vos enfants sont entrepreneurs, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas neutre dans votre façon de penser? C'est là que ça vous a amené à aller demander peut-être un peu le pouls de quelqu'un d'autre? Ça m'intrigue un petit peu parce que j'imagine que vous aviez peut-être Soyez pas intrigués, on n'est pas neutre. On les aime, on veut qu'ils réussissent, on veut que tout se passe bien. Fait qu'on on a des yeux, des prismes un peu, et on ne voit pas ça tout à fait de la même manière qu'on devrait. On devrait peut-être parfois dire non, puis frapper, ou comme à un enfant, mais ce ne sont pas des enfants. Alors, il faut peut-être parfois, et c'est ce que j'ai voulu faire, moi j'essaie de demeurer neutre, mais à côté, j'ai des gens que je suis certain qui sont neutres. Et j'ai beaucoup plus confiance dans ce qu'ils vont dire que dans ce que je peux penser. Moi, j'ai un historique avec ces enfants-là. Ils traversaient la rue, puis je disais de ne pas la traverser. Ils m'écoutaient pas. Alors que là, c'est plus la même chose. Je ne suis plus le papa. Je suis un associé. Effectivement. Et ça, c'est pas pareil. Effectivement. Ça m'amène à la prochaine question. Puis ça m'intriguait à cause des exemples que vous m'avez donnés. Père, enfant, entrepreneur, il y a des moments que c'est pas toujours facile. Vous êtes associé également parce que vous n'êtes pas juste le papa d'entrepreneur. Non. Vous êtes également les associés. Donc, ça peut arriver qu'il y a des décisions qui sont un peu plus difficiles à prendre. Est-ce que vous pouvez peut-être pas y aller dans le personnel, mais un exemple professionnel que vous avez dû vous avez dû être obligé de trancher et peut-être pas nécessairement vers la faveur de vos enfants? J'ai pas eu à faire ça. Dieu merci. Mais c'est sûr qu'on fait tout pour pas arriver là. Donc, si on sent qu'il y a quelque chose qui est litigieux, qu'il y a quelque chose qui est problématique, bien, je pense que le mieux, c'est d'en parler tout de suite, puis de dire, je ne serais pas confortable d'aller là, je ne serais pas confortable si ça se passait comme ça. Maintenant, s'ils veulent continuer, bien là, il va falloir que tu les laisses se casser la gueule. Mais ils te cassent la gueule à toi aussi, un peu. Mais c'est ton rôle et tu l'as accepté. Tu as accepté que ce serait comme ça. Tu as confiance en eux. Et on a dit, tu les aimes. Fait que il faut les laisser aller. Il faut essayer d'utiliser toute la conviction que tu peux trouver en toi pour éviter qu'ils fassent de grosses erreurs. Mais je suis chanceux. C'est 3 enfants intelligents et 3 enfants qui ne sont pas des cow-boys. Et donc, jusque-là, j'espère que vous n'avez pas créé un présage, que je n'aurai pas à faire de décisions mauvaises. Non, pas du tout, pas du tout. J'en vois que des ondes positives. Bon, OK. Mais un autre élément, un autre aspect que j'aimerais discuter aujourd'hui avec vous, c'est les librairies La Courte Échelle. L'éditeur. L'éditeur de livres La Courte Échelle. Alors, La Courte Échelle, c'était dans le temps que j'avais la librairie Champigny, on avait réservé tout un espace complet seulement pour La Courte Échelle. On avait une échelle de meunier et il y avait les livres de La Courte Échelle qui étaient dans cette échelle de meunier-là. J'ai travaillé beaucoup avec l'ancien propriétaire de La Courte Échelle. Pour moi, La Courte Échelle, c'est comme le premier éditeur québécois qui faisait un sourire et qui faisait pas j'essaye d'être un Français déguisé. Fait que, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Puis j'étais fier, en tant que Québécois, de voir qu'on était capable de s'affirmer dans un pan de l'économie du livre, comme ça. Et, lorsque je vends, Père Bertrand de Vue, et là, les années filent, ma fille a travaillé pour moi dans une association pour le développement de la lecture auprès des jeunes.
Ça a duré 4 ans. Elle avait fait le tour du jardin, elle s'ennuyait. Et je lui avais dit, veux-tu venir travailler dans les immeubles avec moi? Elle m'avait dit, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien la littérature jeunesse, mais... Et un matin, je descendais ici au bureau et à la radio de Radio-Canada, ils ont annoncé que la courte échelle faisait faillite. Et à peu près 1 minute après, mon téléphone a sonné dans l'auto. Et c'est Marie-Ève. Elle dit, comment ça va? Ça va bien. Je gâche que tu m'appelles pour me parler de la courte échelle. Elle me dit, oui. Alors, j'ai dit, tu veux embarquer là-dedans? Elle dit, oui. Elle dit, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Bien, tu organises pour ce soir, tu changes tes plans, je change mes plans et on rencontre la propriétaire actuelle de la courte échelle qui est en difficulté. Si on est capable d'éviter la faillite, il faut lui parler, mais il faut que ça se fasse là. Maintenant. Et le soir même, on avait un petit cocktail ici dans Villeray avec l'ancienne propriétaire qui nous a annoncé que malheureusement, il était trop tard pour sauver l'entreprise, qu'elle avait déjà déposé le projet de faillite. Mais là, nous, on est partis à se dire, on va la racheter. On va racheter le résiduel. Il fallait racheter les titres, l'inventaire, les droits, parce qu'il y avait le droit d'utiliser le nom de la courte échelle, mais surtout les contrats des auteurs. Il y avait 300 auteurs à la courte échelle. Et s'ils ne veulent pas travailler avec vous, vous faites quoi? Il n'y a plus de courte échelle. Une maison d'édition, c'est les auteurs. C'est ça, la richesse. Le stock, quand on l'a vendu, il n'y a plus de richesse. Alors, on a rencontré les gens pendant le Salon du Livre, c'était l'automne. On a rencontré les gens pendant le Salon du Livre. On a loué une salle à la Place Bonaventure et on a organisé une rencontre avec tous les auteurs de la courte échelle qu'on a invités. Et on leur a dit nos plans, qu'est-ce qu'on voulait faire, que ce serait Marie-Ève qui gérait, que moi, il me connaissait vu la librairie, mais que je ne serais pas comme tel actif dedans, que ce serait Marie-Ève qui avait une expérience de la littérature jeunesse et qui prendrait le relais. Et il y a eu toutes sortes. Ça a été une réunion spéciale parce que là, vous avez 100 personnes devant vous. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Puis tout à coup, il y a une personne qui a levé la main et qui a dit « Moi, j'ai confiance. » Et on devrait aller avec eux autres. Est-ce que ça a enchaîné la confiance des autres? Tout le monde. Et ça a été fait. Et on avait promis qu'on paierait tous les droits d'auteur qui n'avaient pas été payés jusque-là. C'était une somme importante. Il y en avait pour 350 000 à peu près. Et on a promis qu'on payerait ça. Et ça, évidemment, il y en a qui ne croyaient pas, mais ils ont tous été payés. Tous. Incroyable. Et aujourd'hui, la courte échelle a dépassé ses meilleures années. En moins de 6 ans, on a monté la courte échelle plus haut qu'elle n'a jamais été. C'est Et incroyable. au point de vue profitabilité, ma fille, c'est fantastique. Elle a fait un travail remarquable au point que récemment, je lui ai dit, bon, tu n'as plus besoin de ton papa. Elle est prête à voler de ses propres ailes. Bien, je suis très contente de savoir que Marie-Ève a réussi à maintenir un souvenir d'enfance parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai grandi avec la courte échelle. Moi, Ben dans oui. mon passé, à l'école, au primaire, c'était les livres de mon enfance. Je pense que même l'enfance des téléspectateurs. Je dirais de tous les Québécois. De tous les Québécois, effectivement, Absolument. c'était des livres qui venaient nous parler, qui venaient nous chercher. Il y avait un je ne sais quoi qui faisait en sorte que on s'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Quand moi, je vois la courte échelle, je me rappelle mes souvenirs d'enfance. Et vous n'êtes pas seul. Et imaginez-vous si on avait abandonné ça, fermé ça, Incroyable. oublié ça, tout ce bagage culturel, toutes ces années qui ont créé cette maison-là, l'émulsion que ça a fait. Alors, moi, ça ne rentrait pas dans ma tête. On ne peut pas laisser tomber ça. C'est comme laisser tomber Renaud-Bré ou c'est comme laisser tomber une institution comme le TNM ou le Théâtre du Rideau Vert. On ne peut pas faire ça. On n'a pas construit pour démolir. Il fallait garder. Et Ça fait partie de notre empreinte. Hein. Exactement. Et ça prenait une gardienne de phare. Et ma fille a été une gardienne de phare. Puis aujourd'hui, son rôle, c'est de garder la ligne éditoriale. Elle a 3 autres maisons d'édition avec ça. Au total, ils sont 4 maisons qu'on a achetées en même temps de courte échelle, qui avaient fait une bifurcation un peu dans les livres commerciaux. On a fait le Joe Beef, entre autres, puis des trucs comme ça, sous l'enseigne de Parfums d'encre. On a aussi une autre enseigne qui s'appelle
Oh, un blanc, un blanc. À l'étage, qui est la continuité des romans policiers, qui étaient ceux de Christine Brouillette, surtout, Oui. qu'on a maintenus. Et puis, il y a une autre maison qui s'appelle La Mèche, qui est de la littérature exploratoire pour les jeunes, beaucoup plus contemporaine. Et ça va comme ça aussi dans le moment. Fait on a des succès dans toutes les 4 maisons, mais la courte échelle, c'est certainement celle qui est la plus visible, qui est la plus notée, parce que la clientèle, elle aime la courte échelle. Actuellement, on a une série là, qui fait du roman policier, mais pour les jeunes de 12 ans, 10 ans, ça marche, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Et est-ce que vous diriez qu'il y a un moment où est-ce qu'il faut laisser nos enfants entrepreneurs voler de leurs propres ailes puis qu'on ne devrait plus y être? Malgré que Non. ça se peut qu'ils vont venir cogner à votre porte pour Ah, avoir toujours. demandé des conseils, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où est-ce qu'il faut se détacher? Moi, j'ai dit à Marie-Ève que je me détachais d'elle. C'est pas parce que j'ai des différends, au contraire, ça va très bien. Mais elle a insisté pour que je demeure sur son conseil. OK. Moi, j'ai dit non, non, nomme qui tu veux, je n'ai plus d'affaires là. Puis elle m'a dit non, non, je veux que tu restes, je veux que tu restes. Francis, lorsqu'il va être rendu au point de dire je n'ai plus besoin de toi dans Montréal Cowork, je me retirerai. C'est pas mon chef-d'œuvre, c'est le sien. J'ai pas d'affaires à sticker là. Et Boulangerie Auger, la même chose, même si j'ai été propriétaire avant de Boulangerie Renault, c'est lui qui l'a fait. Là. Ça fait 10 ans passés qu'il travaille dessus, plus que ça. Ça fait 15 ans. C'est à lui, c'est pas à moi. C'est correct que je m'en aille de là. Maintenant, s'il y a besoin d'un conseil, d'un coup de main, il peut me le dire, écoute, il me manque un employé à tel endroit, puis je vais y aller, puis je vais aller faire une demi-journée pour l'aider. C'est pas un problème. Quand tu es papa, c'est pas parce que tu as été associé que tu y fais, c'est parce que tu es papa, puis que tu apprécies ce que les autres font. Incroyable. Et j'ai 2 dernières questions pour vous. La première des dernières questions, c'est quel conseil donneriez-vous à une famille entrepreneur pour maintenir le cap? Ah, ça dépend beaucoup des familles, la réponse. Ça dépend. Il y a des familles qui vont fonctionner bien en entrepreneuriat parce qu'ils vont être complémentaires. Ils vont accepter cette complémentarité. Si vous avez des caractères forts, vous ne les mettez pas les 3 ensemble. Francis m'a déjà dit, demande-moi pas de travailler avec Guillaume à la boulangerie. Ça ne marchera pas. Et je suis sûr qu'il avait raison. Et c'est la même chose avec Marie-Ève. Elle ne se laissera pas piler sur les pieds. Puis, ils sont trop forts, les 3. Fait qu'il faut, les caractères forts, les laisser aller dans leur secteur. Mais le conseil que je leur dirais, c'est trouver leur champ d'intérêt. Même si c'est très payant de faire des bandes dessinées, ou pas des bandes dessinées, mais des animations sur vidéo. Si c'est extraordinairement payant, c'est pas nécessaire d'aller là-dedans si vous n'aimez pas ça. Totalement. Allez dans ce que vous aimez, si c'est de faire... Puis on connaît quelqu'un qui fait ça, qui a décidé de faire du petit point, et elle se débrouille, c'est une dame, une jeune fille, elle se débrouille magnifiquement bien là-dedans. Bravo! Elle fait ce qu'elle aime. Totalement. Donc, les heures ne comptent plus. Le talent, la recherche, ça compte pas. C'est son plaisir. Alors, si on est capable d'être dans le plaisir en étant entrepreneur, c'est ce qu'il faut faire. Ah, merci pour cette belle réponse. Et ma dernière question pour conclure. Comment vous avez trouvé le vin? Le vin était excellent. J'en ai pas pris beaucoup parce que vous m'avez fait parler beaucoup. Je sais, je vous ai vu Mais- prendre une petite gorgée, donc j'en ai Oui. profité pour vous poser la question Oui. parce que c'est un vin d'ici, un vin québécois. Bien, je suis de qui plus se en nomme plus surpris. Coquillage. Je suis de plus en plus surpris par nos vins québécois qui maintenant secouent nos vieilles croyances qu'il y avait que la France et l'Italie, l'Espagne ou le Portugal qui étaient capables de nous envoyer de bons vins. Maintenant, on va les avoir chez soi. Pensez à ça. Vous m'avez dit quelque chose tantôt avant de commencer l'enregistrement, puis j'ai envie que vous me le répétez. Vous m'avez dit bientôt, on va avoir des meilleurs vins ici. Absolument. Avec le réchauffement de la planète, malheureusement, il y aura quelques bons côtés, des upsides, comme on dit en anglais. C'est sûr que le climat n'est pas particulièrement facile pour les viniculteurs. Il sera plus facile.
Et il y a des vins au Canada, dans l'Ouest, qui connaissent déjà des températures beaucoup plus élevées, la vallée d'Ossoyous, le Niagara, etc. Là, au Québec, on est rendu avec des secteurs qui sont comme des microclimats. Et je pense qu'avec les années, si on gagne 2-3 degrés, j'espère qu'on les gagnera pas. Je m'excuse, monsieur le viniculteur, parce que ça crée d'autres problèmes. Exactement. Mais si on a ça, on aura la chance de pouvoir développer parce qu'on a de très bonnes terres de culture. Raymond, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, puis je vais retourner un petit peu en arrière dans mes souvenirs d'enfance à l'école, au secondaire. On avait des cours des cours d'économie familiale. Oh oui. Je pense que ces cours-là, ils existent même plus. Mais pourquoi ça m'est venu en tête, c'est que au niveau scolaire, ça ne fait pas partie du programme, l'entrepreneuriat. Par contre, je me suis toujours posé la question, est-ce que ce programme, c'est parce que c'est un rôle des parents? C'est nous qui devons inculquer l'entrepreneuriat aux enfants? Donc, ça m'amène à vous poser la question suivante. Vous, en tant que papa entrepreneur, comment vous avez été en mesure d'inculquer cette petite passion depuis le tout jeune âge de vos enfants? La réponse modeste. J'en ai aucune idée autrement que, pour moi, il n'était pas question de réussir en affaires et de ne pas réussir en famille. Donc, il fallait partager avec la famille. Ma femme, parfois, est bien tannée. Mais de partager les bons et les mauvais côtés et de leur expliquer tes états d'âme. Un papa qui arrive à la maison, qui ne dit pas un mot, qui a l'air bête, qui ne veut pas parler à ses enfants parce qu'il a eu des difficultés dans sa journée avec son entreprise, ça ne va certainement pas faire un enfant qui va vouloir devenir entrepreneur. Fait qu'il faut créer le plaisir, la diversité, les complications, les impliquer un peu là-dedans, qu'ils comprennent dans quel état d'âme tu es. Peut-être que c'est pas facile pour toi dans le moment. Et là, évidemment, c'est plus compréhensible pour eux que tu sois peut-être un peu moins jovial ce jour-là. Mais donc, ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est effectivement, en leur parlant, tu développes des réflexes. Je ne l'ai jamais fait sciemment. Maintenant que vous me le faites réaliser, oui, ce serait une bonne chose que sciemment, on le fasse, qu'on développe ces réflexes-là auprès d'eux et qu'on prenne le temps de dire non, si je faisais ça, ça ne marcherait pas. Tu avais une bonne idée, là, une bonne piste, mais peut-être que si on faisait un peu ton idée, puis un peu ça, on arriverait à quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, tu les impliques dans le métier d'entrepreneur. Et ils ont juste le goût, si tu n'as pas traité ta femme comme de la boîte et tes enfants comme de la boîte, de devenir des entrepreneurs eux-mêmes et de prendre tes souliers puis de continuer dans le même chemin. De suivre le même pas. On Ouais. pourrait dire, c'est de les impliquer dans les prises de décision, de leur demander un peu qu'est-ce qu'ils auraient fait à ta place. C'est de sentir qu'ils sont... Les gens sont toujours plus passionnés par les choses dans lesquelles ils sont impliqués. Bien, c'est sûr. Veux pas. Donc, si c'est impliqué négativement, on peut le tourner plutôt en positif. Bien, en positif ou en tout cas en constructif. problématique constructive. Exactement. Voilà. Je pense que c'est un bon point que vous apportez là, parce que souvent, les gens, ils ne savent pas comment... Ils ont envie de développer cette petite fibre entrepreneur chez leurs enfants, mais on n'a pas nécessairement toujours les bons réflexes de le faire. Et ça dépend aussi du succès que tu as en entreprise. Je suppose que tu n'as pas le goût de partager avec tes enfants si tu es en train de tout perdre, si ça va mal, si l'industrie est chamboulée, mais si tu as un relatif succès et que les enfants... Moi, je me souviens quand on amenait les enfants ici, c'était la joie. Les amener à la librairie, ils faisaient chacun, vous parliez de la courte échelle, ils partaient à courir, ils allaient faire leur petite pile de livres. Puis là, avant de partir, moi, j'étais occupé à régler des petites affaires d'intendance. Et puis avant de partir, ils disaient « Papa, 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 moi, c'est ça. Et moi, c'est ça. » Puis là, ben, tu avais le choix. Ou ben non, tu disais « Vous en avez trop pris. » Ou ben non, on disait « D'accord, enlève-en deux, puis on les prendra la prochaine fois. » Mais on ne voulait pas en même temps couper. Parce que la littérature puis la lecture, c'est extraordinaire pour les développer. Totalement. Puis c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça a ouvert leur esprit. C'est vrai. Parce que si, je ne sais pas, je leur avais donné un bout de bois,
parce que j'étais un menuisier. Peut-être qu'ils auraient fait de grands menuisiers, mais C'est moins. vrai. Enfin, donc, le produit a aidé, mais je dirais qu'il faut impliquer puis il faut être ouvert. Bien sûr, vas-y, embarque là-dedans et partage avec moi la misère, un peu, le difficile, mais partage le succès aussi. On a fait un super beau voyage en France, toute la famille ensemble, dont ils se souviennent tous. Ça a été magnifique. Alors ça, c'est une récompense fantastique. Pas tout le monde qui peut le faire, mais si on peut, il faut montrer qu'il y a une récompense à ça, parce qu'il y a des difficultés à être entrepreneur. Il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. Totalement. Quel conseil donnerez-vous à un entrepreneur, à quelqu'un qui veut se partir demain dans l'entrepreneuriat? Quelles sont, selon vous, les trois plus importants, les trois caractéristiques les plus importantes pour être entrepreneur? Ah, la première, c'est d'être un têtu. D'avoir de bonnes idées, mais d'y tenir. Parce que si on a la même idée que tout le monde, on n'est pas bien différent. On ne créera pas de nouveaux chemins. Mais si on a un peu d'imagination et qu'on est têtu et qu'on se tient à nos trucs et qu'on les vend à nos collaborateurs autour, donc, première chose, être têtu. La deuxième chose, être un sacré bon vendeur. Pas pour vendre aux clients, mais pour vendre à ses collaborateurs. Puis après aussi, aux clients, il faut faire face aux clients. Il faut être capable d'avoir l'air d'être la seule personne avec qui ils peuvent faire affaire et qui s'en aille chez eux en disant « C'est fantastique, j'ai rencontré un type, une espèce de fou. » Et bon, ils vont embarquer dans ton truc. Mais il faut que tu sois têtu, bon vendeur et enfin travaillant. Puis, je dirais, pas trop con non plus. Il faut que tu aies au moins l'intelligence moyenne et que tu sois prêt à donner beaucoup de jus de bras. Le reste, ça va. Merci beaucoup pour ces beaux conseils, M. Raymond. Ça me fait plaisir de les partager avec votre auditoire. Merci beaucoup. Honnêtement, c'était très touchant sur certains moments. J'ai aimé les conseils que vous avez donnés. Donc, sur ce, je vous souhaite qu'une très belle continuité dans les projets. Merci. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres changements négatifs là, au niveau des fermetures ou quoi que ce soit. Moi, je vous souhaite que de l'exploitation, que ça grandisse encore et que ça continue à évoluer pour vous. J'espère juste que je n'aurai pas des demandes d'adoption dans les prochains jours. Ça se peut parce que, écoutez, des papas entrepreneurs qui développent des entreprises pour les enfants, il n'y en a pas partout. Ah ben il faut en avoir plus. C'est Allez, ça. papa, au travail. Exactement. On encourage les papas à faire la même chose que vous. Et puis, merci beaucoup pour ce moment. C'était un grand plaisir. Merci à vous.